Christophe Mazzuti est philosophe de formation, docteur en histoire des sciences et des techniques. Il est membre co-administrateur de Framasoft. Pour nous, bien sûr, un partenaire, une référence historique absolument indispensable, avec qui on avait souvent invité Pierre-Yves Grosset dans le passé, aussi notre ami de l'UTC, Stéphane Crozat, merci. Il travaille au CHU de Strasbourg en tant que chargé de mission Europe. Il est chercheur associé au SAGE, Société, Acteurs et Gouvernement en Europe, à l'Université de Strasbourg. Et il a publié récemment Affaires privées aux sources du capitalisme de surveillance. Il travaille actuellement sur l'histoire de l'informatique moderne et des communs. Alors je me présente aussi Pierre-Antoine Chardel, qui est philosophe de formation, sociologue, spécialiste des enjeux éthico-politiques du numérique et de l'hypermodernité, professeur des universités à l'école de management de l'Institut Mines Télécom, qui est notre partenaire cette année pour ces entretiens, enseignant à Télécom Sud Paris. Il est chercheur statutaire au laboratoire d'anthropologie politique de l'EHESS également, et chercheur associé au LITEM à Saclay. Il enseigne à l'Université Paris-Saclay dans le cadre du séminaire doctoral éthique en recherche, coordinateur du LASCO, de l'IMT, membre du conseil scientifique d'atelier études critiques, cofondateur de la chaire de recherche valeurs et politique des informations personnelles de l'IMT, et enfin il collabore avec l'équipe réseau savoir-territoire de l'ENS rue de l'Humain. Et Olaf Avenatti, designer graphique et numérique, membre associé du cluster d'excellence Matter of Activity Image Space Material de l'université de Humboldt à Berlin. Il conduit un projet de recherche sur le modèle visuel du cerveau humain, elle va nous en parler un petit peu, Brain Roads, en collaboration interdisciplinaire avec des chercheurs en neurosciences, des neurochirurgiens et des chercheurs en sciences humaines. Et à l'ESAT de Reims, il conduit le programme Data Visualisation. Il a co-dirigé l'ouvrage collectif Datalogie, avec Pierre-Antoine d'ailleurs, et Armen Khatchatourov, qui nous écoute peut-être au-delà de l'Atlantique, puisqu'il est à Berkeley actuellement, en résidence dans le cadre de notre programme Marie Curie Nest. Donc cet ouvrage, non, Datalogie, pardon, c'était toi. Non, j'étais déjà passé à Corps connecté, figure, fragment, discours, avec Armen et Isabelle Keval, pardon, c'était pas avec Olaf, donc en 2022. Voilà. Eh bien, je ne vois pas Théo Santis, donc on va essayer de l'appeler pour voir, je ne sais pas, il a eu peut-être un problème. Théo Santis, donc, qui fait partie de l'équipe de l'IRI, qui travaille précisément sur ce projet d'économie contributive, le comité éco créé par l'IRI avec Odyssée et Pleine Commune pour la mise en place de ce dispositif de soutien des habitants en monnaie locale éco à Pleine Commune. Qui devait intervenir avec... Ah voilà, super. Eh bien, il arrive juste à temps. Donc, il va nous rejoindre sur le plateau. Théo devait intervenir avec Thomas Hureau, directeur de la recherche et de l'innovation de ITAC. ITAC, c'est la société à mission avec laquelle on a mis en place ce dispositif de monnaie locale, la carte éco. Mais je crois que Thomas Hureau ne viendra pas finalement. Malheureusement, il était malade. Bon, d'accord. Donc c'est Théo qui prendra la parole avec lui. ITAC, donc société qui a été créée dans le cadre de ce projet par Vincent Loubière à l'occasion du lancement du projet. Voilà, donc la parole est à Christophe Mazzuti pour commencer. Merci Christophe. Merci. Ben, merci pour l'invitation déjà. À Framasoft, on aime bien venir ici, évidemment, comme vous l'avez souligné. On a pas mal de choses en commun. Hein. Quelques petites différences, mais vraiment à la marge. Je vais organiser un petit peu mon intervention en 4 grandes parties. La première, c'est essayer de vous parler d'un petit peu de notre campagne actuelle, qui prend fin maintenant, mais qui s'appelle Collectivisons, Convivialisons Internet. On est parti de loin avec plein de concepts, et des concepts que je vais essayer d'un petit peu débroussailler avec vous. Le premier, c'est la question de la société de contribution, la préfiguration, les communs, les choses comme ça.
Vous avez déjà eu là une session à laquelle je viens d'assister qui est très chargée en concept. Donc je ne vais pas vous apprendre forcément grand-chose, mais c'est un petit peu aussi pour vous présenter ce que nous, à Framasoft, comment nous les vivons et comment nous entrons, nous situons dans une lutte contre le capitalisme de surveillance et comment on le fait concrètement. Alors Framasoft, c'est une association qui, cette année, a 20 ans. 20 ans, alors en fait un peu plus, puisque en fait, ça a commencé en 2001, mais on est association loi 1901 depuis 2004. Donc 20 ans qu'on fait, un peu les trublions sur Internet en particulier, mais pas que. C'est une association qui s'est toujours voulu être une porte d'entrée dans le monde du livre, c'est-à-dire une forte proximité avec ce qu'on appelle l'éducation populaire, et pour preuve, on travaille pas mal avec les fédérations d'éducation populaire. Nous sommes 37 membres aujourd'hui, alors 37 membres, dont 10 salariés. En fait, les salariés font partie des membres. Nous servons avec nos différents services dont je vais vous parler en partie aujourd'hui, nous servons près de 2 millions de visiteurs par mois. Preuve s'il en est qu'avec le budget qui équivaut à quelques centaines de mètres d'autoroute, à savoir pour 2023 850 000 euros de dons, pas de subventions, de dons, des dons individuels, eh bien on arrive à faire des choses qui sont pas mal. Donc, aussi, preuve s'il en est qu'on n'a pas forcément besoin des grosses infrastructures, enfin des grosses boîtes numériques qu'on connaît tous aujourd'hui. 13 000 donateurs en 2023, voilà. Vous voyez, ce n'est pas des dons énormes à chaque fois, je n'ai pas fait la division. Ceux qui sont forts en maths tout à l'heure, vous pouvez le faire. Nous avons 3 piliers autour desquels nous articulons nos actions. C'est essentiellement ce qu'on appelle l'émancipation numérique, je vais vous donner 2 exemples, l'éducation populaire, et ce qu'on va appeler l'archipélisation des initiatives, ou autrement dit l'essaimage. J'aime bien le mot archipel, il vient d'Edouard Glissant, j'aime beaucoup Edouard Glissant. L'émancipation numérique, eh bien, en fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de retrouver de l'autonomie et de l'esprit critique dans les libertés, dans nos espaces numériques, dans nos usages. Alors 2 exemples. Emancipasso, qui est en fait un projet qui permet aux associations de passer à des pratiques numériques éthiques, responsables et solidaires. Donc on s'est mis avec un réseau, le réseau AnimaFac, c'est le réseau des associations étudiantes, et on a créé comme ça une structure d'éducation populaire qui permet à des prestataires d'intervenir auprès des associations, par exemple pour passer leurs outils numériques au logiciel libre, ou faire des sessions sur les enjeux du numérique. Donc en gros, c'est la création d'un écosystème libriste que nous avons mis en place. Et le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'est le projet Frama.space, qui est plus récent, qui a pour objectif d'héberger gratuitement les associations et les collectifs militants dans du cloud en ligne, donc un espace cloud en ligne, du partage de fichiers, du travail sur les fichiers. On peut aussi le faire comme avec Google Docs par exemple, hein. Vous pouvez travailler sur les documents, de manière à ce qu'ils ne puissent pas dépendre des GAFAM. C'est-à-dire qu'en gros, on a pour objectif d'héberger à peu près 10 000 collectifs, ce qui veut dire des gros serveurs, dans un optique de 2 à 3 ans. Dans les 2 cas, ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est faire en sorte que les associations et les collectifs qui œuvrent dans l'économie solidaire, l'économie sociale aussi, pourquoi pas, puissent utiliser des outils qui sont en accord avec leurs valeurs. Parce que, je ne vous l'apprends pas, les outils ne sont jamais neutres. Donc utiliser Google et Facebook quand on œuvre, par exemple, dans la lutte contre la pauvreté de la jeunesse étudiante, non, c'est pas raccord avec les valeurs qu'on souhaite partager. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir les libérer. Le deuxième pilier concerne l'émancipation numérique. C'est le pilier sur lequel on est le créneau sur lequel on est le plus connu. Eh bien, en fait, c'est le grand projet Dégooglisons qu'on avait lancé en 2014. Alors, en 2014, on était jeunes et bêtes. On s'est dit, tiens, on va remplacer Google et Microsoft.
On n'avait pas de moyens à l'époque, hein, rien. Nos finances étaient vraiment à la ramasse. Et puis on s'est dit, on va créer 30 services libres qui vont permettre aux gens de pouvoir s'émanciper. Alors, 30 services libres dont l'objectif c'était surtout de faire une démonstration. Hein. L'idée c'était pas de faire venir les gens sur nos serveurs, mais au contraire de démontrer que oui, on peut mettre en place des services libres qui fonctionnent, qui sont fiables, respectueux des données des utilisateurs, confidentiels, mais que vous êtes libre d'installer sur votre propre serveur, à la maison, pour vos amis, etc. Alors oui, quand je dis on était un peu utopiste, c'est que oui, alors, on a quand même compris, depuis le temps, que ça n'intéresse pas tout le monde n'a pas les compétences, tout le monde n'a pas le temps, tout le monde n'a pas l'envie. D'où le fait qu'en plus de ça, on s'est dit, mais en fait, ce qu'il faut proposer aux gens, c'est pas des services individuels, c'est des solutions qui soient locales et décentralisées contre des solutions qui, elles, sont mondialisées et centralisées. Alors, pour ça, on s'est dit, on va faire de l'éducation populaire. On va éduquer les structures et collectifs qui sont capables, eux, de répercuter auprès de la population et qui savent le faire, en plus de ça, parce que nous, je rappelle, on n'est que 37, et puis surtout, on n'a pas tous les compétences, qui soient capables de répercuter auprès d'un public, auprès de différents publics, en particulier la jeunesse si possible, la question des connaissances qui sont liées aux besoins techniques et aussi culturels de l'émancipation numérique. Donc on a réalisé des supports de formation, on a réalisé des MOOC, des vidéos pour former les formateurs en quelque sorte. Et c'est ce qui nous a amené à archipéliser nos initiatives. L'idée, c'était pas de dire il faut framasoftiser tout Internet. L'idée, c'est pas de dire voilà, on va accueillir tout le monde. Au contraire, on a même fermé les services et on a monté un collectif qui s'appelle le collectif des chatons. C'est un acronyme, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires. Et comme il y a plein de chatons sur Internet. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait c'est un collectif qui obéit à une charte avec des principes éthiques, solidaires et durables. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée c'est que ils prennent exactement ce que nous avons fait. Certains des membres du collectif sont là même avant nous, depuis avant nous. Je pense par exemple à Marsnet, par exemple, des collectifs comme ça, qui se sont regroupés en se disant, voilà, on va tous s'entraider, on va servir la population avec plein de services, du cloud, etc. Et de manière solidaire, c'est-à-dire qu'en fait, il y a du partage de connaissances, il y a du commun, en fait, il y a de la création commune. Et puis tout ça, on s'est dit, mais il y a des protocoles pour ça. Et ces protocoles, il va falloir les utiliser. Alors pourquoi utiliser des protocoles qui sont autres que l'existant, qui sont nouveaux? Eh bien tout simplement parce que si on veut développer du logiciel aujourd'hui, il faut le faire autrement que de manière centralisée. Et là, on entre dans le monde, ce qu'on appelle le monde du fait divers. Alors le fait divers, c'est quoi? Je vais très vite, si vous voulez revenir dessus, vous me poserez des questions tout à l'heure. Le fait divers, vous avez entendu parler sans doute de Mastodon, de Peertube. Peertube, c'est un logiciel que nous développons à Framasoft, qui est une alternative à YouTube. Alors Peertube, par exemple, vous montez une instance Peertube, l'instance Peertube de l'IRI, l'instance Peertube du CNRS, etc. Vous fédérez ces différentes instances et vous êtes capable de servir comme ça de la vidéo à tout le monde. Avec des serveurs qui sont beaucoup moins sollicités que ceux de Google, avec surtout de l'autogestion. Voilà, et donc ça c'est ça le fait divers. Alors, il y a des protocoles pour ça. Il y en a un en particulier qui est formidable, qui s'appelle ActivityPub, et sur lequel nous surfons un petit peu. Nextcloud le fait, Mobilisons, qui est un autre logiciel que nous développons, on développe en ce moment pas mal, c'est un gestionnaire d'événements. Si vous avez votre événement, l'IRI par exemple qui veut organiser une soirée, voilà, vous pouvez gérer les événements avec Mobilisons. Et bref, ça forme tout ça, ça forme une toile, Mastodon forme une toile, etc. Et ce sont des instances dans lesquelles vous êtes à peu près maître de ce que vous postez et de la manière dont vous les modérez. Et la modération, c'est un gros boulot. Voilà. Donc c'est
une vision, un archipel, qui est en fait l'idée de dire qu'il y a un mode d'organisation qui facilite la coopération entre les organisations et qui permet de coexister en tirant notre force de la diversité et non pas de la centralisation d'un service. Voilà. Alors, du coup, dans tout ça, en nous engageant dans cette approche qui est émancipatrice des espaces numériques, nous créons du commun et nous souhaitons préfigurer une société de la contribution, c'est-à-dire de la création de valeur. Mais pour nous, cette valeur, elle doit être collective. Et si elle doit être collective, eh bien, dans ce cas, elle doit se percher sur deux branches, d'un côté les communs et de l'autre côté la préfiguration. Le commun, je ne vous l'apprends pas, c'est une pratique collective d'autogouvernement d'une ressource dont la destination échappe à la logique privatrice de la propriété exclusive et peut s'adresser aux membres du collectif, dans le cas d'une ressource rivale par exemple, ou l'eau ou un champ par exemple, ou à la société tout entière dans le cas des communs, pas des biens communs, des communs, des ressources non rivales, donc par exemple la connaissance ou le logiciel libre, pourquoi pas. Donc on institue des règles de gouvernance d'une ressource, et dans tout ça, quelle est la proposition libriste? Eh bien, elle repose déjà sur un constat. D'abord le fait que la promesse de la Silicon Valley des années 60 et 70, le monde commun des autoroutes de l'information, le village global, tout ça, ça avait de quoi séduire. Je vous invite pour ça à lire Fred Turner, qui notamment a travaillé sur les idéaux hippies des années 60, comme ils ont été réemployés dans la Silicon Valley pour donner lieu à finalement quelque chose qui relève surtout du capitalisme et beaucoup moins du partage et des idéaux hippies justement. Donc le néo-communautarisme de la nouvelle gauche américaine des années 60-70 s'est transformé en un capitalisme de plateforme sur trois plans. D'abord par la jonction avec les intérêts d'États impérialistes. Deuxièmement, par la surfinanciarisation des plateformes dont la plus-value est assurée par la surveillance et l'extraction de données. Et troisièmement, aujourd'hui en tout cas, elle s'est radicalisée avec une autre jonction qui est celle des politiques illibérales, c'est-à-dire de manière à assurer un socle qui soit autoritaire aux logiques du capitalisme de surveillance. Je vous invite à voir tout simplement les liens que entretient notamment Trump et Elon Musk. Si bien que l'on est tiraillé aujourd'hui entre d'un côté la dépendance à ces plateformes, parce qu'elles s'insinuent dans nos quotidiens et dans nos pratiques, et de l'autre côté, par le refus quasi instinctif de tout le monde des mécanismes de surveillance et de contrôle. Donc la proposition libriste, c'est de dire, voilà, on va chercher le potentiel émancipateur des technologies, un potentiel qui va être libertaire et non pas libertarien, c'est-à-dire chercher de co-opposer à la centralisation des plateformes ce qu'elles ont de plus monopoliste, c'est-à-dire le commun. Et il y a deux manières de l'envisager. Par la logique de contrat du logiciel libre. Le logiciel libre, la licence libre, c'est un contrat qui s'oppose à la logique de la propriété exclusive du capitalisme. Et puis, de l'autre côté, par une logique de commun qui passe par une conception contributrice des technologies, la construction de communs logiciels, par exemple, et puis l'extension de tout ça à d'autres domaines qui sont l'art, l'agriculture, par exemple, il y a des semences libres, il y a tout un mouvement autour de ça, le matériel technique, enfin bref, les techniques en général. Et je vous invite pour ça à voir le documentaire de Philippe Borel, qui s'appelle La bataille du livre, qui est formidable, qui explique ça très très bien. Deuxième branche, c'est la préfiguration. Alors, c'est quoi? C'est une politique préfigurative, c'est une manière de faire, un ensemble de pratiques qui consiste en l'adéquation des fins aux moyens, c'est-à-dire les fins d'un mouvement aux moyens et méthodes qu'on emploie pour faire advenir la société qu'on veut. C'est ça la préfiguration. Donc ça passe par l'expérimentation collective, notamment des méthodes de prise de décision. Avec la campagne des Googlisons, ce qu'on a vu, c'est que faire des technologies libres, ça ne suffit pas. Premièrement, parce qu'évidemment, les plateformes s'insinuent dans nos quotidiens, je l'ai dit, mais aussi parce que les rapports individuels à la technique sont tout sauf libres.
Je vous donne juste l'exemple. Qui a lu ici les conditions générales d'utilisation de Google? Et quand on nous dit que oui, bah, tout repose sur le consentement, le RGPD, tout ça, c'est bien gentil, mais enfin bon, un non, choisir non, choisir c'est toujours renoncer, hein, on peut toujours dire non, d'accord, mais quand on dit oui, c'est pas toujours un oui franchement éclairé. Travaillant dans l'hôpital, je sais très bien à quoi je fais référence, mais c'est exactement ça. Quand on parle d'un consentement éclairé, c'est autre chose que les conditions générales d'utilisation et la petite croix à cocher en bas du service. Donc il faut passer par une phase démonstratrice, opposer aux discours et aux imaginaires du capitalisme d'autres discours et imaginaires qui soient en acte, démontrer, c'est préfigurer. Alors le sociologue Luc Yates présente, on va dire, cinq composantes de la préfiguration. Il y a l'expérimentation, nous expérimentons plein de choses, notamment des logiciels. Les perspectives, nous proposons des perspectives d'émancipation numérique. La conduite, on coordonne des initiatives, je vous en ai parlé tout à l'heure, par exemple l'Emancipasso. On consolide des services de manière concrète, c'est-à-dire qu'en plus on les maintient, en plus de les créer. Et puis on diffuse des connaissances, et on fait de l'éducation populaire. Alors dans tout ça, c'est quoi le capitalisme de surveillance? Eh bien, il faut l'inscrire sur un temps long, c'est ce que j'ai essayé de montrer en publiant mon livre en 2020. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais très rapidement, en fait, on a lancé notre campagne en réaction, en 2014, aux révélations d'Edward Snowden. Hein, évidemment, j'espère, en tout cas, c'est encore dans toutes les têtes. Mais aussi, on a lancé ça dans la prise de conscience que la surveillance, c'est le dénominateur commun aux institutions du capitalisme. Il s'agit des procédés techniques les plus automatisés possibles qui consistent à récolter, stocker des données qui soient issues du travail des gens, des travailleurs, mais aussi des comportements des utilisateurs ou des consommateurs. C'est-à-dire des données individuelles ou collectives dans le but de quantifier d'un côté et d'influencer de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui date depuis le début de l'informatisation de la société, depuis le début des organisations, de l'informatisation des organisations. Le capitalisme de surveillance, vous avez tous lu, sans doute, ou vu en tout cas, Shoshana Zuboff en parler. Pour elle, c'est né avec des entreprises comme Google, par exemple, mais non. Non, en fait, il faut l'inscrire dans un temps qui est beaucoup plus long. D'abord, le concept de capitalisme de surveillance, il est né dans la Monthly Review, sous la plume de John Delaney Foster et Robert Marchesnet, qui, en fait, l'ont inscrit dans une lecture du capitalisme surfinanciarisé américain en particulier. Moi, j'ai proposé une lecture qui est issue surtout de l'histoire des techniques, mais en fin de compte, le capitalisme de surveillance, eh bien, c'est une catégorie du capitalisme, c'est une méthode, c'est une manière de le concevoir, comme on pourrait dire le capitalisme financier ou le capitalisme de plateforme. Il consiste en quoi? Il consiste en une perte, si vous voulez, de la substance du travail abstrait pour chercher de la valeur marchande dans deux directions. La première direction, c'est la rationalisation à l'extrême des processus productifs. Ceux qu'on voit émerger dans l'économie de plateforme. Je pense à ce que M. Antonio Casilli, par exemple, a travaillé sur les travailleurs du clic, l'ubérisation, toutes ces choses-là. Mais pas que les plateformes, on pense aussi au monde industriel. On pense par exemple à Tesla. Toute cette rationalisation a créé une involution du travail qui, en retour, se paye sur l'actionnariat des plateformes. Puis l'autre direction, elle est née du processus même de l'informatisation des organisations. Là, j'ai travaillé par exemple sur Experian, Axiom, TransUnion, ce sont des sociétés de courtage de données. Ces sociétés-là elles ont été créées. La première Axiom, qui est aujourd'hui la plus grand courtier de données au monde, date de 1969. Et l'objectif a toujours été le même, c'est de travailler les données et faire une recherche de plus-value, si vous voulez, dans nos intimités comportementales. Ce qui est aujourd'hui d'ailleurs exacerbé par la course à la puissance des IA génératives, d'ailleurs. Si bien que le mécanisme de production de valeur a changé.
Ça, c'est la critique que font Ernst Lohoff et Ernst Lenke, Norbert Lenke, pardon, je me suis trompé, j'ai fait une faute, c'est Norbert Lenke, dans La Grande Dévalorisation. L'innovation dans les processus de production a fini par être beaucoup plus forte et attractive que le processus de production lui-même. Si bien que, en fait, on s'est penché sur la question de la rentabilité. On a préféré produire avec toujours moins de temps de travail, et ce temps de travail a fini par devenir en fait une valeur d'ajustement. Si bien qu'en fait l'innovation consiste surtout à anticiper la valeur future sur le marché boursier d'un service ou d'une plateforme. Donc par exemple, les grandes entreprises qui intègrent aujourd'hui l'IA, elles vont d'abord chercher à augmenter massivement l'automatisation en réduisant le temps de travail, en remplaçant les personnes, plutôt qu'en essayant de trouver une manière peut-être plus efficace de produire, en visant toujours une rentabilité à court terme. Mais alors là-dedans, comment le capitalisme survit? Puisque en fait on arrive à un problème, c'est que ce que Marx pensait être une impossibilité, c'est-à-dire l'homme se situe en dehors du processus de production. Eh bien en fait, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a pensé, le capitalisme survit derrière les stratégies de monopole technologique, de propriété d'innovation, de propriété finalement des techniques. La machine de Marx, c'est de la technologie d'aujourd'hui, finalement. Et bref, en essayant d'assurer un autre monopole qui est celui sur les pratiques. Et bien sûr, on en fait tous l'expérience au quotidien. Ce qui est nouveau dans l'affaire, c'est que le futur que nous avions dans les années 70, eh bien, c'est pas le futur d'aujourd'hui. Il n'a rien à voir. Ce qui est nouveau, en fait, c'est que la logique du capital et la technologie se confondent. Le capitalisme se matérialise désormais dans la technologie. Bref, ce qu'on appelle l'économie numérique, il ne faut pas non plus oublier que c'est des câbles sous-marins, c'est, aujourd'hui on va parler d'IA par exemple, c'est bientôt des centrales nucléaires pour faire fonctionner les IA génératives, bref, c'est du concret. Et dans tout ça, eh bien, on est un peu utopiste, nous, à Framasoft, puisqu'on n'a pas de câble sous-marin et on n'a pas de centrale nucléaire. Donc il va falloir trouver autre chose. Bref, on a affaire à une grande disjonction. L'économie numérique a très peu d'effets distributifs. D'une part parce qu'elle centralise et contrôle l'information. Elle concentre l'innovation et elle tue la diversité technologique. Notamment, on pense au GAFA, par exemple, à Google qui a racheté... je ne sais plus, enfin, c'est un nombre astronomique d'entreprises et de start-up qui, elles, pensaient pouvoir innover. Et puis, elle centralise les connaissances, par exemple par la logique du brevet, qu'on connaît, bien sûr, la propriété intellectuelle, bref, tous les éléments d'émancipation qui seraient possibles, mais qui, en fait, nous en privent. Alors, comment lutter contre cet état du monde qui ne se limite pas donc, au monde numérique, mais touche de près, on parlait tout à l'heure d'environnement, touche de près les questions environnementales, évidemment, touche de près aussi le monde paysan, bref, tout ce qui concerne les communs. Eh bien, je vous invite, en conclusion, à deux lectures, qui sont celles de James Scott, d'un côté, et Michel de Certeau. Il faut reprendre le contrôle. Il faut reprendre le contrôle, essayer de reprendre le contrôle. C'est ça, on est utopiste, hein. On avait une campagne qui s'appelait Contributopia. Voilà. Donc on essaye de reprendre de la valeur, d'aller chercher la valeur dans l'économie numérique là où elle se trouve, là où on peut la trouver. Cette valeur, elle n'est pas forcément monétaire, elle passe par les communs. Et alors James Scott, il nous dit quoi? Dans L'œil de l'État en 98, Scott se demande pourquoi les grandes politiques publiques des grands États ou les grandes stratégies des grandes entreprises, par exemple comme Ford, bref, ne fonctionnent pas, ou très mal. C'est un constat qu'il fait. Et bien, c'est parce qu'en fait, ces politiques ignorent la complexité locale, les savoirs pratiques et les spécificités des populations qui sont concernées. Bon, l'exemple qu'il prend, et qui est assez évident, c'est la grande réforme agricole des années 30 sous Staline. On sait bien sûr que c'était une grande réussite. Non, en fait, non, c'était pas une réussite. Donc, résultat, les gens mouraient de faim. Bon, bah, pour ne pas mourir de faim, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de cultiver des légumes. Donc, en fait, vous prenez du temps de travail sans le dire
vous essayez quand même de subvenir à vos besoins, et puis surtout, vous dites rien. Ben, en fait, ce que vous êtes en train de faire, là, c'est de contourner les stratégies de pouvoir. Et les stratégies de contournement, comme ça, dans la population sous l'ère soviétique, elles sont juste gigantesques. C'est devenu un savoir-faire, en fait. Alors, ces stratégies de résistance quotidienne et collective, James Scott les nomme métis. Le concept de métis, c'est un concept dans la culture grecque qui est assez ancien. Alors, on l'a traduit par ruse, mais alors, bon, il y a eu des livres complets là-dessus, je ne vais pas vous faire plein cours, mais la ruse, c'est pas seulement la ruse d'Ulysse qui arrive avec son ingénierie à faire le cheval de Troie. C'est la ruse d'Ulysse qui arrive à convaincre Agamemnon que l'idée vient de lui. C'est ça la métisse. C'est deux choses, c'est l'ingéniosité et c'est aussi l'état d'esprit. Et bien en fait, ce qu'on fait dans le monde libriste, c'est ça. C'est l'éthique qui prévaut dans le logiciel libre et dans le mouvement libriste, c'est celle qui consiste à contourner les strates de pouvoir. Pourquoi faire? Pour pouvoir justement nous émanciper de cette privation de connaissances et de commun qu'implique, si vous voulez, le pouvoir sur la connaissance et sur la technique. La deuxième lecture, je vais vite parce qu'on arrive bientôt au bout, c'est celle de Michel de Certeau. Alors c'est une lecture un peu plus ancienne, dans l'invention du quotidien en 1980. En fait, Michel de Certeau, il répond à Michel Foucault. Pour Michel Foucault, il faut critiquer les institutions. Bon, ils sont d'accord tous les deux là-dessus, c'est la même époque. Mais on n'est pas des êtres qui sont seulement assujettis aux institutions. On n'est pas que des êtres assujettis. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un ensemble de micro-libertés qui permettent justement aux individus de subvertir les structures de pouvoir. Alors, ça va par exemple alors, ce que Michel de Certeau fait, c'est qu'il va regarder dans les biens de consommation. Par exemple, il regarde comment on détourne au quotidien les biens de consommation. Mais il va aussi s'intéresser aux espaces publics. Et c'est ce qu'il va appeler le braconnage culturel. Ce braconnage culturel, c'est la manière dont nous avons de nous approprier, eh bien, les espaces publics ou les biens. Alors, très concrètement, c'est le coin de la rue le jour du marché où les gens vont se regrouper pour apprendre des nouvelles et partager des choses. En fait, les espaces publics, vous voyez très bien ce que ça donne, même dans Paris, j'ai encore regardé tout à l'heure. Tout est fait pour éviter les espaces de regroupement. C'est dangereux. Bon. En fait, ces espaces publics-là, on les connaît, c'est tout le mouvement des places. C'est Nuit debout, c'est les ronds-points des Gilets jaunes. Voilà, ce sont ces places-là. Donc toutes ces petites micro-libertés qui permettent finalement de créer quand même des choses qui soient un peu structurelles. Donc à Framasoft, c'est ce qu'on essaye de faire, on essaye de proposer d'outiller le quotidien avec des outils émancipateurs, des outils conviviaux, comme disait M. Illich, et puis en fait imposer un autre modèle que le conformisme que nous laisse le capitalisme. Donc voilà, les stratégies qu'on met en place, en fait c'est de la préfiguration, de la création contributive, on crée et on partage du code libre et de la connaissance. Une logique, c'est celle des communs numériques et culturels. On imagine des modes de gouvernance des communs numériques. Et puis de l'action directe, on démontre par la pratique comment on peut promouvoir des pratiques émancipatrices. Parfait, merci. Bon, un rappel pour nous, mais c'est vraiment très précis. Et j'ai trouvé que les références philosophiques étaient très convergentes, effectivement. Ça mériterait qu'on prolonge le débat. On pourra peut-être le faire dans la phase de discussion. Mais je vais passer tout de suite la parole à Pierre-Antoine Chardel pour pas qu'on perde trop de temps sur l'horaire. Merci beaucoup. On va être moins sur des questions de méthode. Peut-être on va revenir un peu en amont, plutôt sur des conditions de possibilité, peut-être de l'écologie du numérique. Il y avait cet élément dans le titre du panel.
Alors, on a intitulé cette intervention « Désalignement, design, une nouvelle forme de matérialité ». Alors, pour commencer, et en partant de l'intitulé du panel qui nous réunit, je dirais qu'une nouvelle écologie du numérique consiste à reconnaître que l'enjeu de la perception que nous pouvons avoir du monde, du réel ou du vivant, humain et non humain, ne réside pas dans le fantasme de pouvoir tout voir, tout avoir, ce qui renvoie au fantasme bien connu, identifié notamment par Jean Baudrillard dans la société de consommation. Si ce modèle, je pense qu'on est d'accord bien sûr là-dessus, ce modèle de société fait intervenir cette obsession de tout avoir, de tout acheter, de tout jeter, et qui conduit à un épuisement de nos ressources naturelles et cognitives, nous souhaiterions donc vous proposer, dans cette intervention à deux voix, avec Olaf Avenatti, vous proposer comme un pas de côté, invitant à réfléchir, non plus en termes d'avoir, mais en soulignant l'importance de l'acte de percevoir. Et c'est donc dans une réflexion sur ce que percevoir veut dire dans les sphères numériques que nous aimerions donc vous proposer quelques orientations pour une nouvelle écologie du numérique dans la continuité de travaux que nous menons depuis quelques années avec notamment cet ouvrage collectif Datalogie. Il s'agissait d'interroger quel mode de donation finalement nous avons à faire lorsque nous parlons de data et à quel point aussi la data appelle toujours une réflexivité du logos. Alors l'enjeu sera de partir d'un cas concret dont Olaf va vous parler de façon précise, à savoir une expérience relative à l'étude du cerveau et de sa visualisation. Ceci pour engager une réflexion sur ce que cette visualisation donne à voir ou ce qu'elle ne révèle pas. Et c'est bien sous cette ambivalence qu'on va proposer cette réflexion, avec une question qui nous semble une question un peu de fond pour l'écologie du numérique, voire pour l'écologie de l'esprit. Est-ce que l'humilité vis-à-vis d'un tel jeu d'invisibilité, d'irréductibilité, n'est pas au fond une clé pour aller vers le monde, vers le vivant, peut-être avec moins d'arrogance et plus d'attention, nous permettant ainsi de créer les conditions de possibilité d'une écologie de l'attention. Donc nous souhaitons ici poser ces questions à un moment où nous vivons comme une sorte de désalignement, c'est-à-dire une dissonance entre la société d'abondance, d'objets de services qui sont un peu comme des relais de récits fatigués, ceux portés par la société de consommation illimitée, et qui instaurent un rapport au monde dominé par un sentiment de puissance, dont il a été beaucoup question depuis ces deux journées, mais aussi du tout quantifiable, calculable, prédictible. D'autre part, et c'est là l'autre versant évidemment qui nous tient à cœur, toutes et tous ici, d'autre part, une nouvelle réalité s'impose à nous, un rapport au monde dont l'enjeu est la préservation de l'habitabilité, alors que nous semblons encore collectivement beaucoup nous questionner sur les chemins à emprunter, finalement, qui sont loin d'être simples pour préserver cette habitabilité, en subissant encore beaucoup les effets d'injonctions contradictoires. On peut admettre ensemble qu'une sorte de schizophrénie l'emporte même dans notre ère hyper-industrielle. Car si nous avançons dans certaines prises de conscience, nous continuons malgré tout de suivre et de subir des mouvements inverses. Nous sommes de plus en plus dépendants de certains types de progrès qui organisent nos vies, je ne vais pas les énumérer. Si on pense aux technologies, aux écrans, à nos milieux urbains dits intelligents, aux réseaux dits du futur, si l'on pense aussi bien sûr aux politiques industrielles qui accompagnent le déploiement de la 5G par exemple, surtout avec tous les technodiscours que ces politiques sous-tendent. Pour autant, nous voyons bien la nécessité, et je vais aller très vite, la nécessité d'établir un autre rapport au monde matériel, un tout autre rapport que celui qui fut jadis proposé par la modernité, et qui a été bien identifié bien sûr par Heidegger, il en a été question hier, dans son fameux texte « La question de la technique », il y distinguait, on s'en souvient, la techné de la technique moderne. La technique moderne n'est pas une simple fabrication
renvoyant à un savoir-faire, comme dans la technique grecque, mais une provocation, une mise en demeure adressée à toute chose d'apparaître comme un fonds ou un stock disponible. Était ici visée, sous la plume de Heidegger, la production industrielle de masse, ainsi que la raison calculante susceptible de vouloir administrer le monde jusqu'à nous rendre incapables de nous saisir de sa complexité. Or, notre hypothèse avec Olaf est que nous avons conçu les mécanismes de notre propre myopie. Nous sommes encore beaucoup entraînés dans une course à la croissance du recours au calcul qui produit une civilisation non pas trop technicienne, comme il était d'ailleurs énoncé dans l'argumentaire des journées de préparation à ces entretiens, mais mal technicienne, selon la belle expression de Gilbert Simondon. Ce qui nous fait sans nul doute du mal, et on voulait insister sur ce point, c'est une certaine myopie, ou une vision biaisée des choses elles-mêmes, mais une myopie qui s'ignore. Or, vis-à-vis de cela, il nous semble que plus nous serons dans la capacité de retrouver ce qu'il y a de conçu dans nos médiations numériques, plus il deviendra possible aussi d'interroger ce qui s'institue par le biais des données et ce qu'elles donnent ou non à voir, avec toute l'humilité aussi qui s'impose à nous, au-delà de l'arrogance scientiste dominante. Cela en sachant que la tendance dominante est plutôt celle qui favorise l'illusion d'une donation constante du monde, en nous rendant sans doute trop insensibles au creux, je dirais, au creux, aux incomplétudes qui interviennent dans tout effort de représentation et dans toute image. Une tendance consiste en effet à nous laisser penser que le monde pourrait être totalement mis en forme, constamment mis à notre disposition, avec tous les biais, bien sûr, qu'une telle tendance induit. Et donc, l'un d'entre eux est qu'à force, parmi ces biais, est qu'à force d'avoir le monde constamment et virtuellement sous la main, par l'abondance des flux informationnels qui excèdent notre capacité d'attention, nous n'apprenons plus à l'interpréter et surtout à l'éprouver de manière sensible. Là, je fais bien sûr référence rapidement à Günther Anders, qui a bien montré les limites de ces modes d'accès au monde où nous pensons avoir le monde constamment sous la main. Je ne vais pas développer. Mais, alors, sur le plan de l'expérience esthétique et du design peut-être, ce que l'on peut dire, ce que je dirais simplement, avant de passer la parole à Olaf Avenatti, c'est que l'intégration discrète de ces technologies numériques dans le quotidien, leur intuitivité, leur apparente quasi-gratuité aussi, sont évidemment perçues comme des qualités, alors même que ces technologies nécessitent, ça a bien été dit cet après-midi encore, en réalité beaucoup d'efforts, de conception et d'énergie pour obtenir cette apparente légèreté. C'est beaucoup de force vive aussi et d'investissement des corps qui interviennent. Alors vis-à-vis de cela, nous vivons finalement encore beaucoup avec un fantasme peut-être de l'invisibilité, de la donation, paradoxalement, et de façon dialectique aussi, avec cette impression de donation permanente des choses et du monde, ou du vivant. D'une certaine manière, nous ne voulons pas voir ce qui se joue, par exemple, dans la conception et la fabrication de nos milieux numériques, mais en revanche, nous voulons tout prévoir, tout calculer. Alors, à partir de là, et c'est l'hypothèse que nous voulions vous proposer, il nous semble intéressant, utile et même nécessaire de tenter par le design de donner forme à un nouveau rapport à la matérialité, nourri à la fois par des connaissances scientifiques et empiriques, en posant l'hypothèse qu'un travail sur les formes peut proposer de nouvelles représentations en réactivant aussi d'autres imaginaires. Des explorations par le design, et je vais m'arrêter là, peuvent en effet nous aider à mieux percevoir la complexité des faits dans le monde matériel qui nous entoure. Voilà, je vais m'arrêter là sur ces quelques mots. Alors, merci Pierre-Antoine, bonjour. Ce que je vous propose,
propose maintenant, c'est d'essayer de passer par une occurrence concrète de projet, les questions qui viennent d'être abordées, et d'abord commencer par rappeler que évidemment le processus de numérisation c'est un processus qui est extrêmement sélectif, c'est-à-dire qu'en fait il ne rend pas compte de la réalité analogique du monde qui est infiniment plus complexe. Et en fait, par contre, ce qu'il construit, c'est des sortes de simulacres qui sont suffisants par rapport à des projets. C'est-à-dire 11 000 signaux audio par seconde, c'est suffisant pour comprendre la voix de l'interlocuteur au téléphone. 44 000 signaux audio, c'est suffisant pour entendre l'orchestre sur le CD, sur le CD du salon. Voilà. Et passer 10 minutes dans un IRM, dans un champ magnétique de 1 à 3 Tesla, c'est suffisant pour obtenir une IRM d'une résolution millimétrique et gérer aussi la file active des patients dans l'hôpital. Et donc on voit que finalement, cette question de est-ce que ce que je récolte est suffisant, en fait, ça renvoie à un projet de société et aussi à un projet d'exploitation en fait, de ce qu'on récolte. Ce qui est frappant par rapport aux images, notamment, c'est que on est tous maintenant, on fait tous le raccourci de se dire ce que je vois sur mon téléphone, ce sont des images. Et on oublie qu'en fait, on est tous en train de regarder des matrices de points. On ne l'a jamais perçu comme ça. Voilà. Et nous, ce qu'on essaie de faire dans le projet, dans cette question d'un rapport post-numérique à la matérialité, et aussi d'un rapport peut-être post-moderne à la matérialité, c'est comment est-ce qu'on pourrait se mettre à regarder à nouveau la réalité, sans oublier qu'on la numérise et sans cesser de se servir de ces numérisations, mais en essayant de trouver notre autre rapport à ce qui est numérique. Et par là aussi trouver un autre rapport à ce qui ne l'est pas, à ce qui est analogue. Et donc, pour ce faire, alors je vous propose de très rapidement parcourir à toute vitesse un projet de recherche qui a commencé depuis 2019, qui est un projet de recherche qui s'appelle Brainroads, que je co-dirige depuis ma position d'enseignant à l'ESAT de Reims. Enseignant en design graphique et je dirige un programme de recherche sur le design d'information et la data visualisation et j'ai fait on a construit un projet avec le cluster d'excellence Matters of Activity qui s'intéresse justement à ce nouveau rapport à la matière et c'est un rapport interdisciplinaire extrêmement riche puisqu'on a les sciences expérimentales, les sciences humaines, l'art et le design qui sont convoqués dans ce centre de recherche de Humboldt et qui nous a amené à nous poser la question, avec des neurochirurgiens, pourquoi a-t-on les images qu'on a aujourd'hui du cerveau et sont-elles celles qu'on veut avoir, voilà. Et sont-elles celles dont on a besoin. Donc on a été invité depuis notre position candide de faiseur d'images à poser un regard critique sur ces images et analytique, juste de lecture, à les lire, à essayer de les découvrir, à voir est-ce qu'elles sont alignées ou est-ce qu'elles sont désalignées par rapport à la réalité qu'elles prétendent décrire. Donc ça nous a amené à faire un travail de marche arrière pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on décrit l'anatomie et quelle est la position de celui qui décrit et la position de celui qui l'observe et qui essaie d'en tirer profit en matière de connaissances. Et donc on a pu comme ça élaborer ces 3 grandes étapes. La première étape, c'est l'étape de l'observateur, qui est celui qui relate ce qu'il a observé. Donc selon la logique de Claude Imbert, Phénétaïmo et Légosoïs, c'est-à-dire ce qui m'est apparu, je te le dis, je te le donne. Et bien là, en fait, ce qui apparaît à celui qui observe, en fait, c'est le même qui observe et qui donne ce qui lui est apparu. C'est la position de Léonard de Vinci notamment, et avant lui de beaucoup d'autres, qui pratiquent des dissections et qui font le récit de ces dissections et qui trouvent la forme pour les communiquer après, en matière de connaissances. Et puis il y a ce moment au milieu, à la fin du 19e siècle, où l'appareillage photographique et après, plus tard, les IRM, etc., et aussi l'apparition des premiers encéphalogrammes au début du XXe siècle, dans le premier quart du XXe siècle, permet en fait, via un appareil, de se retrouver en face d'images du corps sans avoir besoin d'ouvrir le corps. Donc en fait, c'est des méthodes non invasives qui sont extrêmement
profitable pour les pratiques cliniques et extrêmement intéressante au plan de l'établissement des diagnostics. Ce qui est aussi intéressant là, c'est de constater, enfin pour notre projet, ce qui nous intéresse, c'est de constater que l'image est produite par un appareil et que cette image est une translation de ce que l'appareil a observé, puisqu'on ne voit pas dans le champ des rayons X, hein, mais par contre l'appareil nous fait la courtoisie de ramener des rayons X quelque chose dans le spectre visible qui s'adresse à notre rétine et qui nous permet, nous, de voir quelque chose, d'une sorte de réalité remédiée. En fait, il y a eu une remédiation qui a eu lieu. Et puis aujourd'hui, nous arrivons dans cette troisième étape où le perfectionnement des appareils nous amène non seulement à enregistrer des images dans le champ invisible, à les rapporter dans le champ du visible, et une fois qu'elles sont dans le champ du visible, les faire évaluer par des algorithmes qui vont eux-mêmes produire une lecture de ces images, et nous ne sommes plus confrontés à la nécessité de lire l'image, mais plutôt nous sommes confrontés à la situation de celui qui évalue le résultat. On est des évaluateurs d'un résultat dont nous ne sommes pas les auteurs, d'un résultat de lecture, je parle. Mais paradoxalement, ce qui est génial aussi dans cette période, c'est que ce qui peut se décrire comme ça, comme une mise à distance progressive de l'objet d'étude, correspond aussi à une amélioration fantastique de la capacité de traite de soins. Donc on est dans ce moment d'ambivalence où les outils qui mettent à distance l'objet d'étude sont aussi les outils qui nous permettent de soigner de façon plus efficace les malades. Alors ces images, l'image qu'on voit ici, c'est une image de tractographie, c'est-à-dire c'est une image qui représente les chemins, les réseaux de communication qui composent la matière blanche du cerveau humain. Sachant que donc en périphérie, vous avez la matière grise, qui contient les neurones et les processeurs, on va dire. Et puis au centre, c'est le chemin de câble. Le chemin de câble qui permet au message d'être envoyé en périphérie et d'être traité, et de créer en fait les réseaux qui actionnent nos fonctions cognitives complexes. Les couleurs qui sont employées ici le sont avec l'idée qu'on va représenter la position et l'orientation dans l'espace des fibres. C'est un emploi des couleurs qui est un peu contre-intuitif et étrange, mais bon, c'est l'état de l'art aujourd'hui de ces images. Pourquoi il est intéressant de faire ces cartes? C'est parce qu'en fait, même si nous avons globalement tous la même anatomie, nous avons tous des façons différentes de nous servir de notre cerveau, et le violoniste ne se sert pas de son connectome, c'est-à-dire de sa matrice fonctionnelle, on va dire, de la même façon que celui qui sait traduire, ou celui qui sait parler plusieurs langues, ou celui qui a l'oreille absolue, etc. Chacun a développé des patterns, chacun a développé des structures, chacun en fait a développé des façons de se servir des autres. Voilà, peut-être pour le résumer comme ça, de façon hyper réductionniste, on va dire, nous partageons tous le même réseau routier, mais nous avons des façons individuelles de nous en servir. Et quand un patient est atteint d'une tumeur, notamment, qu'il faut aller chercher la tumeur pour l'enlever, pour le soigner, il va falloir choisir de façon très précise le chemin qu'on emploie pour aller chercher, le chemin par lequel on passe pour aller chercher la tumeur, sans dégrader le patient dans sa qualité de vie et dans ce qu'il est. Et donc on voit que ces images deviennent de plus en plus cruciales en fait et stratégiques dans le soin, et que même l'acte chirurgical lui-même est remédié par des appareils. Il est très rare qu'on observe aujourd'hui un neurochirurgien qui travaille sans microscope par exemple, c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Alors ça arrive, on en a rencontré et on en a observé. Le paradoxe aussi, c'est qu'il a des bien meilleurs résultats que ses collègues. On va pouvoir voir ça. Voilà, donc nous sommes les candides dans cette histoire. Donc on est des designers, on ne connaît rien aux neurosciences. Donc on arrive un peu avec des questions bêtes. C'est comment c'est fabriqué ces images, comment elles sont faites, pourquoi est-ce qu'elles ressemblent à ce qu'elles ressemblent, pourquoi est-ce qu'elles pratiquent ce type de langage graphique et à quoi ça correspond et à quoi ça nous fait penser aussi. Ça nous renvoie à des choses qu'on connaît un peu de nos domaines, quoi, des domaines de ceux qui par le passé ont déjà essayé soit de mettre en théorie ou bien de pratiquer des langages graphiques qui déploient de la complexité, de la cartographie, etc.
Donc dans ce travail, dans ce voyage à rebours, on a compris donc que toutes les images qu'on voit aujourd'hui circuler sont basées sur en fait des scans 3D du cerveau. Ces scans 3D sont obtenus par une IRM. L'IRM, elle produit une cartographie en volume du cerveau avec un système de voxels, donc ce sont des pixels volumiques, et chaque pixel mesure à peu près 1 mm de côté, et dans ce millimètre a une composition chimique évaluée par l'IRM qui permet de déterminer s'il s'agit de tissu mou, de cavité, de liquide, quel type de liquide, etc., et de corps solide. Sur la base de ça, donc de ce qui est observé par une machine. Donc là, il y a une observation, un enregistrement qui est fait, un scan. Sur la base de ce scan, il y a des méthodes statistiques qui sont employées pour les probabilistes, qui sont employées pour essayer de déterminer ce qu'on n'a pas pu voir. Et ce qu'on n'a pas pu voir, ce sont les dizaines de milliers de fibres fonctionnelles qui sont à l'intérieur de chaque voxel. Qu'on ne peut observer aujourd'hui qu'avec des méthodes tellement violentes au rayon X qu'en fait on ne peut travailler que sur des tissus morts. J'ai vu récemment ces fameuses fibres scannées au rayon X, mais avec une telle puissance de scan qu'en fait on tue le patient. Donc évidemment on n'emploie pas ces méthodes à l'hôpital, on emploie des méthodes plus basse définition, et c'est ça qui nous a intéressés, qui nous a fait réfléchir, c'est que finalement ces images sont le fruit d'enregistrements basse définition, et ensuite on essaye d'avoir une méthode probabiliste sur la base de modèles qui sont encore aujourd'hui en débat dans la communauté scientifique sur leur fiabilité pour produire ce type d'image. Alors là, vous avez par exemple ce qui apparaît comme étant la tumeur, une sorte de patatoïde comme ça, et puis vous avez une fibre, un réseau de fibres fonctionnelles qui passe en périphérie de la tumeur. Donc là, on comprend que la fonction qui est associée à ces fibres en fait est en danger, ou bien est déjà en fait disruptée par la présence de la tumeur, et on voit où ça se localise dans le cerveau. Donc on imagine qu'on peut programmer, on peut planifier la chirurgie qui suit. Et quand on présente ces images à des neurochirurgiens, ils trouvent ça très intéressant au plan des neurosciences, mais ils disent qu'en général ça ne les aide pas tellement à opérer. Parce qu'ils disent que ça ne représente pas du tout la réalité. Dans la réalité, on ne voit pas la tumeur. Ce qu'on voit, c'est la nécrose que la tumeur produit. Mais la tumeur, on ne la voit pas. Et la tumeur n'est pas un corps étranger. La tumeur, c'est la matière même du cerveau qui s'est altérée. Donc la tumeur, il est souvent très difficile d'en déterminer les bords. À quel endroit elle s'arrête, à quel moment elle est là, et à partir de quand il n'y en a plus. Donc où est-ce qu'on s'arrête quand on doit enlever les tissus? À partir de quand on commence à enlever des tissus sains? Et ça, c'est des questions très compliquées, qui engagent des responsabilités énormes, et puis aussi qui engagent des discussions avec le patient. Et nous, on s'est dit, c'est quand même étrange que les images qu'on produit aujourd'hui sont des images qui sont en surpromesse, qui suraffirment des choses qui ont été ni observées et qui ne sont pas connues par le modèle. Donc en fait, on a produit des images qui nous intoxiquent nous-mêmes d'une certaine façon, puisqu'elles se présentent à nous comme des certitudes dotées d'un extrême niveau de précision qu'en fait on n'a pas. Donc on a essayé de critiquer ça en disant, mais en fait, revenons peut-être, formons l'hypothèse que si on abandonne le réalisme des formes graphiques pseudo-biologiques qu'on emploie ici, et qu'on revient à la réalité connue du dataset qui est constitué de voxels enregistrés tous les millimètres dans le cerveau, peut-être qu'en essayant de représenter ça, le paradoxe c'est que même si on devient plus abstrait, en fait on se rapproche plus, on se réaligne avec la réalité connue par l'appareil. Et se réalignant avec cette réalité connue, on réaligne la connaissance, on réaligne l'anticipation que fait le médecin via l'image de la réalité qu'il va trouver, et surtout ce qu'on travaille, c'est le fait qu'on a des trous de connaissance dans cette image. En fait, qu'est-ce qui se passe entre 2 mm d'enregistrement? Eh bien, on a un trou, on ne sait pas ce qu'il y a. Et essayer de faire une image qui ne fait pas qu'affirmer des choses, ou bien qui arrive à affirmer ce qu'elle ne sait pas, c'est-à-dire faire exister le trou dans l'image, pour nous ça semblait un point important du design. C'est pour ça qu'on a cessé de représenter les pixels par des carrés et les voxels par des cubes, on les a représentés par leur centre géométrique. Ce qui nous permet d'évider la matière, et ce qui nous permet ensuite de représenter une matière à travers laquelle on peut voir, peut-être comme Superman qui arrive à voir la matière à travers la matière. Donc comment on regarde dans une matière dense tout en la représentant, c'est-à-dire sans enlever les points qui la composent.
Et ça nous amène à essayer d'expérimenter à partir de techniques et d'outils qu'on connaît, d'outils qui existent dans les logiciels de 3D, et puis à travailler avec les variables graphiques sur des modes de représentation pour travailler des hypothèses qui nous permettraient de représenter le cerveau autrement. On essaie de le faire avec des technologies variées. Là, ce sont des tentatives faites à partir d'un vrai dataset, enfin de ce qui s'appelle un dummy brain, puisqu'en fait, vous savez qu'on ne peut pas accéder aux données du patient comme ça. Donc, il existe des faux cerveaux qui ont été fabriqués par les laboratoires en neurosciences sur lesquels on peut travailler. Et ça nous amène aussi à poser la question d'outils, d'interfaces pour pouvoir naviguer à l'intérieur de ce qui serait les métadonnées descriptives d'un modèle de voxel qui permet de voir à travers la matière et qui n'a pas peur de dire qu'il ne sait pas, qu'entre deux points de mesure, il ne dispose pas d'informations. Voilà. Et ça nous amène aussi à discuter avec le professeur Dufaux, qui est un professeur, comme vous le voyez, qui opère sans microscope, qui opère directement des patients qui sont éveillés. Lui, par exemple, refuse d'opérer des patients qui dorment. Et il travaille sur la question de la neuroplasticité. Donc lui, son point de vue est déterminant pour nous parce que il nous aide à réfléchir à notre problème. En fait, on retourne dans la position de Léonard de Vinci, c'est-à-dire on a enlevé les appareils, on est dans un rapport direct et instantané c'est la conversation entre le patient et le médecin a lieu dans la salle d'opération. Et donc là, on change le cadre, hein, on change le cadre et ça nous permet en observant ce qu'il fait, ses méthodes et ses pratiques, et en essayant de documenter ce moment, de voir comment est-ce qu'on pourrait amener de nouvelles propositions, de nouvelles formes pour représenter les modèles. Donc la neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à évoluer. Donc pour les enfants, c'est la capacité à apprendre. Hein, et puis pour le patient pathologique atteint de la tumeur, c'est comment résister à la tumeur qui nous envahit. Comment déplacer les fonctions cérébrales. À mesure que la tumeur progresse, on déplace ces fonctions cérébrales. Et quand les tumeurs sont très lentes, les fonctions cérébrales se déplacent. Et aujourd'hui, il y a aussi des protocoles qui permettent de stimuler la neuroplasticité des patients avant l'opération pour essayer de déplacer les fonctions critiques de l'endroit où on va opérer. Et ça nous a amené donc à travailler sur les points clés de ce professeur, qui est le professeur Dufaux, qui est à Montpellier, et qui a des résultats exceptionnels, puisque 95% de ces patients ont une vie normale de retour au travail après des ablations, parfois de lobes entiers. Il a notamment retiré plusieurs fois la zone de Broca à des gens qui continuent parfaitement à parler après. Donc c'est très intéressant en fait sa réflexion sur le connectome et sur le fait qu'en fait il n'y a pas de localisationnisme dans le cerveau, mais il y a des méta-réseaux qui sont en jeu et des méta-réseaux qui ont une plasticité, des capacités à évoluer. Nous, ça nous a poussé en fait à essayer de réfléchir à d'autres façons de représenter ces datas et des façons qui nous permettraient de représenter plus des systèmes. Et donc là, je vous montre les résultats qui sont travaillés par le groupe de travail. Alors il faut juste que j'en dise deux mots, mais on travaille avec des étudiants en Master 1, en art, en design, de l'école supérieure d'art et de design de Reims, mais aussi de Weissensee à Berlin, l'école d'art et de design de Berlin, et depuis cette année aussi des étudiants de Paris 8. Et donc vous voyez qu'on essaie de travailler plusieurs aspects. Enfin, chaque étudiant se saisit en fait d'un fragment de l'histoire, de ce qu'il comprend et essaye avec ses moyens de raconter, de décrire, de modéliser certains aspects, de trouver des modalités déspécialisées pour raconter des choses très complexes. Là, ici notamment on a le projet de faire des cartes connectomiques qui peuvent être adressées aux patients et qui peuvent servir de plateforme à la discussion entre un patient et un médecin en pratiquant des modalités graphiques qui sont en fait déspécialisées et qui permettent à chacun de se sentir appelé à lire l'image. Hein, et pas juste en position d'être dominé par une image trop compliquée pour être lue. Et ça, c'est pour l'instant le point d'arrivée du programme dans un prototype qu'on a pour projet de développer. Mais en réalité, en fait, on est face à cette espèce de catalogue, de mosaïque de représentation. Et en fait, récemment, je suis tombé sur un propos de Baptiste Morisot à l'ENS qui disait que, notamment en parlant du vocabulaire qu'il emploie pour parler de la nature,
du fait naturel, en fait, il disait quelque chose qui m'a frappé. Il disait que pour rendre justice à ce fait complexe qu'est la nature, on ne peut pas juste le définir ou essayer de le... Enfin, une bonne approche serait peut-être d'essayer de le décrire d'autant de façons que possible, mais de conserver toutes ces façons simultanément. De telle sorte qu'on serait en face d'une collection de descriptions qui ne sont pas chacune prises indépendamment la solution, mais que en fait c'est la collection qui nous raconte quelque chose d'un fait complexe qui nous échappe toujours dans certaines dimensions qu'il a en fait. Et donc ce côté insaisissable de l'objet d'étude, en fait ça le préserve aussi en tant qu'objet d'étude. Et puis nous, ça nous préserve de l'intoxication ou bien de l'ensorcellement que les images peuvent avoir sur nous quand elles se présentent comme des solutions définitives et abouties. Voilà, donc je m'arrête là. Merci, bravo. Merci, c'est très, très inspirant et ça nous montre qu'on peut dépasser la phénoménologie avec une approche de la matérialité qui finalement le prolongement aussi, comme nous cherchons nous-mêmes à pratiquer, mieux percevoir ou mieux habiter, hein, parce que finalement on reste dans le visuel. Est-ce que cette question s'est posée? Je me permets une petite question. Alors oui, enfin, je pense que les deux sont, vous savez, en design on marche sur deux jambes, hein, il faut que ce soit praticable et habitable. Ah. Donc si on n'a que la moitié de l'équation, on ne fait pas du design. Enfin en tout cas, on ne fait pas le design qu'on pourrait faire. Merci. Bon, j'aurais plein d'autres questions, mais on va y revenir. Théocentis, donc une autre forme de représentation, celle du territoire, hein, finalement. Territoire de pleine commune, territoire de cette expérimentation que tu coordonnes pour l'IRI dans le comité ECO. Je te laisse la présenter. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, oui, je vous parler d'une expérimentation qui se déploie et le premier des territoires sur lequel cette expérimentation a lieu, c'est effectivement pleine commune. Pour faire écho à la thématique là, de la session, j'ai voulu repartir un peu des constats, des motivations, du concept qui, avant de rentrer dans le vif du sujet et de ce qui se joue concrètement sur le terrain. Donc le programme qu'on déploie et donc qui est porté conjointement par deux structures, et avec ça c'est un peu inédit. Il y a d'une part une société à mission qui déploie tout un appareillage numérique qui s'appelle ITAC, et de l'autre côté une association qui fait un travail d'animation territoriale, et les deux travaillent main dans la main. Et tout ça est lié donc à un appel à projet auquel voilà, nous, IRI, avons souscrit aux côtés de l'agence d'urbanisme Odyssée et d'autres acteurs, qui portait un nom qui va peut-être faire un peu tiquer, mais qui permet d'entrer directement dans le vif du sujet, puisque c'était le nom de l'appel à projet était Smart Citizen. Et donc forcément avec un écho fort à cette notion de la Smart City, mais néanmoins la manière dont il était dont il était conçu, dont il était structuré, posait une question qui était intéressante, qui était celle de savoir à quelles conditions et comment est-ce qu'on pouvait se saisir finalement du numérique, des outils numériques, à des fins d'accompagnement, d'orientation, donc du citizen, de l'habitant, on va dire de manière générale, sur les enjeux de transition écologique. Et donc, si la Smart City, et bon, il y a beaucoup d'écrits, hein, et on a beaucoup contribué à ça en tant que projet de téléguidage de la ville, de court-circuitage, de la délibération, etc., peut poser question. Cette idée de à quelles conditions le numérique peut venir être un accompagnateur, un catalyseur sur la capacité à s'orienter sur les enjeux de transition, ça c'est des sujets quand même qui apparaissent intéressants et qui ne sont pas toujours évidents, on le voit, parce qu'il peut y avoir une tension avec nous aussi parfois une volonté de jeter le bébé avec l'eau du bain en considérant que le numérique et tout ce qui s'ensuit sera forcément quelque chose qui serait au contraire ou qui distrairait d'un objectif de décarbonation, de décroissance, etc. Donc nous, à travers donc on a travaillé à remodeler un petit peu la dénomination, d'en arriver à essayer de programme éco-citoyen, et qui se base donc autour de deux constats. Et le premier qui a plutôt trait à la question de la transition,
écologiques, des enjeux de solidarité, etc. Et qui est de dire, certes, il faut accélérer ça, on parle de bifurcation écologique, de transformation écologique, de transition, etc. Mais pour autant, c'est important quand même de partir, de réaliser que d'un point de vue territorial, on ne part pas d'une feuille blanche. Sur nos différents territoires, et nous en l'occurrence on se plaçait à travers le prisme de pleine commune, il y a énormément en fait d'initiatives qui sont portées à la fois par des habitants, par des associations, par notamment ces structures de l'ESS, mais parfois aussi par des commerces, etc. Donc là il y a quelques images qui visaient à symboliser ça, mais, et c'est parfois, c'est l'image que je prends, mais pour ceux d'entre vous voilà, qui, dans des villes, mais en fait il y en a un peu partout, on a traditionnellement en début d'année le forum des associations, enfin les scolaires, on peut se balader de stand en stand, ou les journées de l'ESS, etc. Et puis généralement on est toujours un peu émerveillé de se dire, bah, tiens, il y a ça, la débraderie, du réemploi, l'atelier de vélo, etc. C'est formidable. Mais après au quotidien, effectivement, comment est-ce qu'on peut interagir avec cette richesse-là d'actions et d'initiatives? C'est toujours un petit peu compliqué d'arriver à s'y repérer. Et vous avez là l'image en bas à gauche, une sorte de présentoir qu'on a dans notre local associatif où les associations viennent et nous donnent un peu les tracts qui décrivent leur activité. Et ça restitue un peu cette idée de il y a plein de choses, il y a une vraie richesse, mais parfois j'ai du mal un peu à passer le pas, à savoir à y aller, mais de l'autre côté j'ai aussi parfois du mal à comprendre où c'est, comment ça marche, la régularité, etc. Et naviguer dans ce foisonnement-là. Donc ça c'était un premier élément qui nous paraît être important à rappeler, même si effectivement il faut démultiplier, accroître, renforcer. Il y a déjà plein de choses, et y compris des choses, je prenais le cas sur la question de l'allongement de la durée de vie des objets électroniques, vous avez des réparateurs de smartphones ou de ce genre de commerce-là, a priori on ne se dit pas que c'est des acteurs qui participent d'une transition, et pourtant quand on regarde, même là récemment, des projets menés par l'ADEME, longue vie aux objets, c'est ce genre d'acteurs-là qui sont aussi recensés en ce qui permettent d'éviter le gaspillage électronique, etc. Et les différents éléments d'obsolescence. Donc ça c'est le premier aspect, il y a déjà plein de choses sur les territoires, mais comment est-ce qu'on arrive à plus les mettre en valeur, comment est-ce qu'on arrive à faciliter l'accès à ça? Et de l'autre côté, effectivement, et je pense que si on a un regard, je dirais naïf, oui, un regard naïf, ce qui est demandé au travers de ces enjeux de transition écologique, et je pense notamment à ces éléments dont on entend parler, de réduction des émissions de gaz à effet de serre à hauteur de, je sais plus, 40, 50, 55% déjà d'ici 2040. Donc c'est un changement, un basculement énorme qui doit se faire en 10 ans et qui nécessairement, même si évidemment l'habitant final il ne porte pas la charge de tout ça, à un moment ça rétroagit aussi sur la manière dont il consomme, la manière dont il se déplace, la manière dont il sociabilise, etc. Ce changement d'usage sur 10 ans, en fait il a déjà eu lieu d'une certaine manière, et il a été stimulé par des plateformes numériques, entre 2007, 2010, 2012, c'est les premiers smartphones, la population des réseaux sociaux, la manière de consommer, la manière de sociabiliser, la manière de voyager, etc. a été largement transformée, aussi accélérée par des grandes plateformes de géants du numérique. Donc il ne s'agit pas de taper des mains et de dire c'est génial, elles ont tout bien fait, etc. Mais il s'agit de considérer en tout cas la puissance que peut avoir le numérique dans sa capacité à transformer nos sociétés pour le meilleur, puisqu'il faut quand même aussi considérer que dans l'émergence de certains mouvements politiques, de diffusion de l'information, etc., d'interconnexion, mais aussi, et peut-être plus largement, en tout cas sur les dernières années, pour le pire. Et donc, nous, la question qu'on pose, et de manière un peu taquine à traverser ce malaise, c'est est-ce que entre cet enjeu de transformation écologique et ce potentiel de transformation amené par le numérique, il y a une manière de pactiser, il y a, autrement dit, à quelles conditions est-ce que les stratégies de plateforme et l'effet qu'elles recherchent toutes, c'est-à-dire l'effet de réseau, la capacité qu'elles ont à un moment où, parce que sur les différentes facettes, elles arrivent à attirer beaucoup de monde, et il y a un emballement qui fait que ça prend, et de manière exponentielle, est-ce que ces éléments-là, à quelles conditions peuvent participer d'une capacité à nous permettre de faire cette bascule écologique? Alors, je n'arrive pas là pour dire que oui, ça y est, on a trouvé, mais en tout cas, c'est la question, c'est autour de ça qu'on s'interroge et réinterroge et qu'on retravaille, autour d'un concept qui n'est pas juste une plateforme numérique, l'énième appli, etc. Avant ça, l'idée, ça a été d'avoir un concept qui est plus large, qui embrasse à la fois une dynamique numérique, mais une dynamique sociale, d'animation territoriale. Et le concept qui a été présenté et qui a ensuite été décliné, il tourne d'abord sur une logique de
de jeux d'action, puisque finalement, c'était la thématique qu'on évoquait l'année dernière sur les derniers ENMI, on peut considérer là aussi que dans nos réseaux sociaux, ils sont tous un peu animés par des jeux qui peuvent être un peu usants, qui stimulent un peu l'égotisme, etc. Mais il y a une manière voilà, d'interagir, de guider, de valoriser, etc. Et donc, on a essayé de reprendre un peu en tout cas, un certain nombre d'intuitions autour de ça. Mais là, l'idée, c'est de centrer le jeu autour de la prise d'action écologique. Et là-dessus, ce qui est intéressant de constater, c'est que si les différents éléments, les différentes actions qui permettent de s'inscrire, de s'impliquer ou de faciliter voilà, les éco-gestes, comme on peut parfois entendre parler, sont connus, il y a une vraie difficulté à les traduire en une réalité palpable pour les personnes. C'est-à-dire qu'on peut dire augmenter la part d'objets que vous achetez de seconde main. Bon, ça je l'entends, mais qu'est-ce concrètement? Où est-ce que j'achète de l'électroménager de seconde main? Où est-ce que j'achète des habits de seconde main, etc. Je peux avoir une difficulté à me repérer autour de moi qui sait. Voilà. Et donc le travail qu'on a fait, ça a été de prendre cette notion, cette logique d'action et de travailler à la territorialiser en une réalité palpable, en la traduisant en des produits, des services, des événements qui sont proposés par un réseau d'acteurs professionnels, donc des associations, des commerces, des entreprises qui sont autour de moi. Et donc dans ce travail de territorialisation et donc d'arriver à faire remonter, comme je le disais, qui peut faciliter quoi comme typologie d'action. Évidemment, là-dedans, le numérique peut avoir son intérêt dans la capacité de fouille, d'analyse, etc. Donc il y a cette dimension-là d'action territorialisée. Et ensuite, il y a cette idée de valorisation, de promotion de ces gestes-là sous la forme sous des formes, je dirais, où on peut y gagner. Alors pas forcément, alors je reviendrai sur un moyen monétaire et une monnaie locale qu'on a mis en place, mais au-delà de ça, il y a l'idée de voilà, quand je m'engage, je gagne. Donc je peux gagner effectivement par des réductions de prix sur certains produits. Il y a des choses qui peuvent être considérées comme des bons plans. Nous, on travaille aussi dans des logiques d'économie circulaire à permettre à des professionnels de dire voilà, vous avez parfois des cagettes, du polystyrène, des cartons, des choses comme ça. Ces choses-là, elles peuvent avoir une deuxième vie. Et donc de dire à des gens, voilà, réemployer, ça peut aussi vouloir dire avoir quelque chose qu'on peut bricoler et qui est accessible, qui a une deuxième durée de vie et qu'on n'a pas à payer, etc. Et surtout, c'est un réseau qui ne s'adresse pas uniquement à l'habitant, citoyen, le particulier, mais qui le réinscrit dans une action où il se rapproche de professionnels, mais qui eux-mêmes vont être incités à se mobiliser, à réaliser des actions eux-mêmes dans une logique de filière. Donc ça, c'était le premier aspect de la dynamique, cette dynamique de réseau et de jeu autour de l'action écologique d'un point de vue territorialisé. Et la deuxième, ça a été effectivement de considérer on est des humains et quand bien même le numérique et les outils numériques font partie intégrante de nos vies et qu'on n'a pas souvent besoin de ça aussi pour se parler l'un à l'autre, le contact humain reste relativement clé là-dedans. Et donc nous, dès le départ, en tout cas dans cette dynamique d'appel à projet, on a eu à cœur de dire, si on fait un outil numérique juste pour un outil numérique, mais qu'il n'y a pas de démarche d'accompagnement qui vient à la rencontre, qui vient créer un cadre de confiance, qui vient créer un espace de médiation, il y a peu de chances que ça prenne, en tout cas que ce soit nous, avec nos modestes moyens, qui soyons en capacité de proposer quelque chose qui fasse vraiment la différence. Et donc en contrepoint de l'outil numérique, il y a cette notion d'acteur qui vient opérer ce réseau. Donc ce réseau, il est opéré par différents opérateurs, et donc sur Pleine Commune, on a eu le premier qui est le Comité Éco, une association cofondée par là ici l'IRI, l'Agence d'urbanisme Odyssée et la collectivité Pleine Commune, et qui visait en fait à faire un travail d'animation de cette écologie territoriale, puisqu'on évoquait le fait que ce réseau a pour finalité voilà, cette dynamique de mobilisation autour de son enjeu d'écologie territoriale. Et donc l'association vise à se saisir de cet outil, mais de faire le travail de terrain qui vise à modeler ce qui ensuite est reflété sur l'outil. Et donc ça, on le fait à travers la capacité à relier deux compétences, deux choses qui existaient déjà. Là aussi, c'était des démarches qui étaient déjà existantes, mais qui n'étaient pas forcément reliées. Il y a d'une part une démarche d'économie circulaire qui s'inspire notamment de ce qui existe depuis plusieurs décennies autour de la terminologie EIT, écologie industrielle territoriale, et qui consiste à venir sur des territoires et travailler à faire interagir des grappes d'entreprises. Alors généralement c'est plutôt du secteur de l'industrie, d'où le côté industriel, mais le but c'est
les faire interagir par ce qu'on appelle des synergies, donc c'est des manières de travailler ensemble, de coopérer, soit en mutualisant des choses, mutualiser des approvisionnements, mutualiser oui, des besoins, soit par la substitution, c'est-à-dire que le déchet ou un élément non utilisé par l'une peut venir dans le cycle de production de l'autre. Donc ça, on a pris cette méthode-là, et avec le travail de l'agence d'urbanisme Odyssée, on l'a élargi à cette notion de parcours qui consiste en fait à ne plus s'adresser uniquement à des entreprises industrielles, mais à faire entrer dans la danse aussi des plus petits acteurs, des artisans, des commerces, etc., mais aussi des habitants. Et donc ce qu'on travaille dans le cadre de l'association Comité Éco, et ça c'est un travail qui se mène en amont même en fait, d'un outil numérique, hein, c'est vraiment un travail de terrain, etc., qui consiste à proposer de partir du bas, des habitants, de réaliser des gestes, des actions, mais qui ont une capacité d'effet boule de neige sur l'ensemble de la filière. Donc là vous voyez en bas, à droite, des gens qui cuisinent. Donc là, on pourrait se dire, élément classique, un atelier cuisine. Pas exactement, puisque le format est celui de ce qu'on appelle une cuisine contributive. Là ici aussi, on trouve le terme, où l'idée c'est se retrouver pour cuisiner ensemble en quantité des plats à ramener chez soi. Donc là aussi, c'est des démarches qui existaient au Québec depuis plusieurs années. Et la particularité, c'est que donc, ces espaces-là, on se retrouve, on mutualise du temps et des compétences pour cuisiner ensemble et repartir avec plusieurs dizaines de portions. Eh bien, on s'approvisionne auprès de distributeurs vertueux du territoire, donc des coopératives alimentaires, du vrac, etc., qui eux-mêmes, du coup, on leur fait appel d'air pour aller changer des approvisionnements alimentaires, etc. Donc là, c'est cette logique de parcours. Et ensuite, l'outil sur lequel on s'appuie, j'en dirai quelques mots, il vise en fait simplement, une fois que cette pratique elle est là, elle existe, que ce parcours il est conçu, c'est non pas de l'automatiser, mais c'est en tout cas d'en faciliter la connaissance, de faciliter ces interactions pour qu'elles aient plus à se faire uniquement à la main, mais que par des jeux de recommandations, effectivement, le parcours sache s'animer, en tout cas de manière sans avoir un appui externe. Voilà. Donc ça, c'est cette logique de parcours. Et peut-être c'est un petit peu abstrait ce que je dis là, mais ce qu'il faut en retirer, c'est que au fond, ce qu'on fait, c'est qu'on constitue d'abord à la main un réseau d'acteurs qui ont vocation à travailler ensemble. Et ensuite, la question qui est posée, c'est finalement comment est-ce qu'on fait pour que ces liens-là, au sein du réseau, entre ses habitants, ses commerces, ses associations, soient intensifiés. Et là-dedans, l'outil monétaire est intéressant, puisque la monnaie, parfois on l'oublie, mais c'est aussi un lien. En tout cas, nous, ce qu'on a vocation à démontrer aux gens, c'est que à chaque fois que je vais dépenser dans un commerce, c'est un peu comme un petit bulletin de vote que je mets dans la manière dont lui fonctionne et les conditions de production qu'il soutient, etc. Mais effectivement, l'euro pouvant être dépensé partout, n'agit pas comme un marqueur visible et palpable de ce qui contribue à la transition. Et là-dessus, les logiques de monnaie locale sont intéressantes, puisque par définition, on ne les dépense pas partout, on les dépense localement, ça souvent c'est connu, mais une monnaie locale, avant tout, elle est dépensée au sein du réseau de professionnels qui est fédéré par l'organisme qui gère la monnaie locale. Donc le STUC si je suis à Strasbourg, le SCO si je suis au Pays Basque, et l'ECO si je suis au comité éco. Et donc, le comité éco, cette association a vocation à fédérer le réseau, et ensuite la monnaie, c'est une manière justement de faciliter les interactions au quotidien, et à chaque fois on est assez amusé quand on va voir un commerce et qu'on dit tiens par exemple pour ton approvisionnement alimentaire tu devrais passer par telle coopérative, etc. On dit oui, très bien je le ferai, et puis on sent, regarde qu'il le fera jamais. Quand il commence à avoir 400, 500, 600 échos sur son portefeuille, là il a envie de le faire parce que c'est un débouché économique. Et donc c'est là où cette logique-là est intéressante. Mais donc pour en revenir au fil, j'évoquais ce réseau, j'évoquais ce travail d'animation de l'écologie territoriale. Et ensuite, le troisième aspect, c'est essayer de réfléchir justement, donc on a évoqué le réseau, l'animateur, et quel est l'appareillage numérique qui peut permettre de soutenir une plateforme qui puisse faire la différence au sens de arriver à connecter ce réseau-là, arriver à orienter, à donner les bonnes recommandations, etc. Et ça, c'est le sens donc, du travail que mène la société Itac. Alors, la face émergée de l'iceberg, j'y reviens, c'est juste après, c'est une application, web app mobile, etc. Mais en sous-jacent de ça, il y a eu un travail assez approfondi qui a pu être fait sur justement quelles sont les stratégies de plateforme, qu'est-ce qui fait qu'une plateforme émerge, etc. Et au-delà de l'application, de l'UX, de l'UI, etc., il y a des composants qui sont clés.
Dans ces composants, il y a notamment la question du profil numérique. Vous avez probablement vu que beaucoup de sites, vous pouvez vous y connecter. Alors, soit vous créez un compte, mais alors il faut créer un nouveau login, un nouveau mot de passe, etc. C'est le bouton magique, connecte avec Facebook. Bah ouais, je connecte avec Facebook. Mais du coup, Facebook, je caricature un peu, mais aspire vos données. Et donc, la manière pour Facebook, quand bien vous n'avez pas, vous n'allez pas sur Facebook, il peut très bien aussi aller récupérer des données ailleurs. Et donc, tout ça interroge sur la question d'un profil qui permettrait donc d'encapsuler des données d'usage. Et là, on le voit, puis on pressent, parce que j'ai parlé de transactions monétaires, j'ai parlé de recommandations d'actions, etc. Donc, d'encapsuler des données d'usage. Et ça, c'est le travail qu'on essaie de faire et qui est un travail en cours, hein, mais avec certaines preuves de concept qui ont été faites, d'un profil qui permettrait effectivement, d'une part, de contribuer à des algorithmes riches qui permettent de s'entraîner sur des données d'usage sans en dévoiler la confidentialité de la donnée. Et donc là, il y a des techniques, et bon, c'est plutôt nos équipes recherche et innovation qui travaillent là-dessus, mais donc je reconnais quelques éléments sans être tout à fait dans la profondeur du sujet, mais il y a des techniques comme l'encryption homomorphique, qui permettent en fait de garder une donnée chiffrée, mais d'aller néanmoins quand même interroger et pouvoir exploiter un résultat sans forcément divulguer la donnée de base. Et donc là, on est sur des choses qui peuvent être intéressantes parce que la donnée, elle reste toujours intéressante pour entraîner les algorithmes, mais en même temps, on évite de rentrer dans ces côtés Big Brother qu'on a pu connaître à travers les différents scandales qu'il y a pu avoir, Snowden, Cambridge Analytica, etc. Donc il y a ça, et puis après il y a différents travaux qui sont menés de représentation du territoire, parce que là aussi, c'est pas tout de se dire tiens, l'intelligence artificielle, la question c'est sur quoi est-ce qu'elle est entraînée, cette intelligence artificielle, et le travail qui est fait dans le cadre de ce projet-là, c'est la modélisation de ce qui est appelé un graphe de l'écologie territoriale, et qui est un graphe justement qui vise à essayer de représenter qu'est-ce que c'est que des interactions et un métabolisme territorial qui va dans le sens d'une écologie territoriale. Et donc là aussi, il y a des premiers résultats qui sont assez intéressants dans les nœuds, dans les interconnexions qui permettent de montrer, dans les acteurs facilitateurs qui facilitent certaines actions, etc. Et par ailleurs, dans les espaces qui sont un petit peu plus déliés des autres. Donc voilà, en synthèse sur le programme éco-citoyen, c'était vraiment l'idée de travailler une démarche systémique qui vienne accélérer la transformation écologique des territoires par 3 composantes. Structurer un réseau social qui soit centré sur l'action et ancré localement, animer cette démarche, avoir une présence d'un opérateur qui anime l'écosystème, etc., comme je disais, localement, et derrière ça, mobiliser l'IA à ce moment-là pour stimuler un effet de réseau, des multiplicateurs d'impact, mais ça vient qu'à la fin de la chaîne. Et donc, pour parachever un peu le propos qui est peut-être un peu théorique, aujourd'hui, je disais, la partie émergée de l'iceberg, c'est cette carte éco, qui est une application qui existe donc sur pleine commune, qui recense à peu près une centaine d'acteurs professionnels au travers d'un explorateur, donc avec un mode de cartographie classique, mais finalement à travers cette cartographie, je vais accéder à des vitrines où je vais pouvoir voir les produits, les services, les événements d'acteurs, et ce qu'on travaille, c'est qu'il y a une curation dans ce qui est proposé qui va dans le sens de la transition écologique. Et ensuite, on avait parlé d'une algorithmie de recommandation. Ce qu'on fait, c'est qu'on se saisit de ce qui est présent sur les vitrines pour faire des recommandations d'action. Et donc, le cas que j'évoquais tout à l'heure, on dit intéressé par un plat végétarien, va au Sao, qui est à Saint-Denis, qui propose tel plat, la samoussa végétarien, là. Et voilà, il y a ce genre de logique-là. Donc une cartographie aussi qui est un peu dynamique avec la visualisation des acteurs, mais aussi j'évoquais tout à l'heure la visualisation de ressources, donc d'actifs inutilisés que je peux solliciter, demander, etc. Et puis après un mode de gestion de son profil. Donc cette application-là a 6 mois, elle a vocation à évoluer, mais en tout cas ça existe et ça marche en vrai. Enfin en tout cas, encore une fois, le but n'est pas de bomber le torse et de dire on a révolutionné le monde, non, on essaie de travailler notre fil, et voilà, c'est pas le niveau d'utilisateur que vous évoquez sur Frameform, mais enfin Framasoft de manière générale, mais après 6 mois, voilà, on a sur pleine commune 1200 personnes
qui utilisent régulièrement le jeu de recommandation pour aller découvrir où est-ce que je peux faire réparer mon vélo, où est-ce que je peux acheter en seconde main, comment faire des économies d'énergie, qui peut m'aider sur quoi, etc. On a 80 vitrines créées qui donnent lieu, qui sont rattachées donc, à 50 éco-actions, ce qu'on appelle les éco-actions, c'est donc ces actions territorialisées. Et je l'évoquais, c'était en tout cas, j'ai dit quelques éléments, mais et cet outil permet effectivement sur pleine commune aussi de pouvoir payer donc, dans une monnaie locale qui commence là aussi à prendre son ampleur avec à peu près 1 millier de transactions là, qui ont eu lieu depuis les 6 derniers mois. Et donc derrière l'appli, juste pour le redire, effectivement, y a le terrain, il y a toujours quand même ça au départ dans le travail de structuration du réseau et ça, donc, quand même, on est quand même assez convaincus que malgré le fait que, y compris les agroindiens, peuvent aider à recenser les acteurs qui facilitent, peuvent aider à orienter, à recommander, il y a un travail quand même de discussion, de proximité, d'échange qui reste clé. Et de connaissance de l'écosystème territorial, et donc ça c'est le travail que mène le comité éco, et donc sur pleine commune, au quotidien c'est des tables d'information auprès des habitants pour partager les sujets, de la prospection aussi auprès des professionnels, et puis ce travail ensuite, une fois que le réseau est développé, d'arriver à animer, de faciliter l'interconnaissance, d'arriver de mettre le pied à l'étrier pour ensuite faire en sorte que l'outil numérique prenne le pas et vienne faciliter et démultiplier ce qui a été permis d'abord à la main. Voilà. Merci. Alors nous sommes toujours en retard et ce sera difficile de rattraper le temps qui passe. Il ne faut pas qu'on mange trop sur la table ronde de 18h30. Moi j'avais juste une question, j'aurais aimé que Christophe Mazzotti réagisse un peu à cette présentation de Théo Santis. Surtout, en ce moment, je ne veux pas manger aussi sur le sujet de l'IA qui va être celui de la dernière table ronde, mais on parle beaucoup d'IA open source. Ici, on voit un exemple d'utilisation d'apprentissage par graphe, qui semble être aussi une voie qui permettrait peut-être de sortir des grands canons très consommateurs, très prédateurs de données, avec des graphes locaux finalement qui sont expérimentés ici et qu'a présenté rapidement Théo. Quel est ton avis, Christophe, sur ces... je sais qu'il y a une grosse différence entre l'open source et le libre, finalement. C'est un peu la question qui est derrière ma question. Et comment tu vois cette... Est-ce que c'est deux mondes qui se rencontrent ou qui sont un peu incompatibles? Comment tu vois les choses? Théo a déjà répondu en partie à la question. En fait, il a bien précisé tout à l'heure que les données sur lesquelles on entraîne l'IA, c'est ça qui est important. L'IA open source, aujourd'hui, c'est une blague. Je vais peut-être pas... Enfin, y aller. L'open source, aujourd'hui, en fait, quand on dit que les IA sont open source, donc par exemple, OpenAI a libéré, enfin, open sourcé, si vous voulez, son IA, c'est du faux open source. Puisqu'en fait, l'Open Source Initiative a défini ce qu'est une IA open source en disant que, finalement, ça suffit juste de savoir, d'avoir juste une description des données sur lesquelles on a entraîné l'IA. Or, si on veut une IA qui soit vraiment libre, il faudrait que ces données soient elles-mêmes libres, c'est-à-dire sous licence libre, et pas juste décrites ou juste avec la méthode décrite. Donc ça c'est un point, alors c'est à la pointe aujourd'hui puisqu'en fait la Free Software Foundation est en train de plancher sur ce que pourrait être une définition d'une IA libre. Voilà. Mais évidemment, pour nous, une IA dite open source sur laquelle on s'entraîne, c'est-à-dire on entraîne l'IA sur des données qui sont soit sous droit d'auteur sans le demander aux auteurs, soit nos données personnelles, nous, ça nous pose quand même un certain nombre de problèmes. Je pense que là, on a parlé tout à l'heure
Cambridge Analytica, on est en plein dans cette question-là. Hein. Après, la question autour de l'IA, c'est jamais que des questions autour de la surveillance. Ça, je veux dire, à part la méthode et l'ensemble des innovations des IA génératives, parce qu'en fin de compte, l'IA, c'est un truc qui est vieux comme des années 60. Je veux dire, ça fait longtemps qu'on essaye d'entraîner des automates qui agissent par itération successive pour obtenir un résultat qu'on va mesurer et qu'ensuite on fait des algorithmes pour pouvoir ajuster de manière optimale la somme des résultats pondérés de chaque connexion. Ça, c'est un vieux truc en fait. Bon, par contre, là où on a vraiment percé, c'est dans les fin des années 90, avec un réveil de l'IA, et puis surtout avec les nouvelles technologies, notamment en matière de puces électroniques, qui ont vraiment donné un coup de boost à l'histoire de l'IA. Mais, donc, pour revenir à cette histoire, juste une question, l'appli est-elle libre? La cartographie sur laquelle elle travaille, est-ce une cartographie libre? Enfin, toutes ces questions-là. Mais je dirais que ce n'est pas l'essentiel. Parce que nous, à Framasoft, on n'a jamais été des libristes barbus. C'est-à-dire qu'en fait, on ne cherche pas à imposer le fait que ce soit libre. Si l'application trouve en quelque sorte un débouché qui lui-même est émancipateur, et si derrière, il faut bien travailler, l'appli elle est par exemple sur Android, donc Android c'est pas libre, voilà, c'est pas, même si c'est du Linux derrière, c'est du Google. Bon, on ne va pas non plus se priver d'une application qui a tout un intérêt, là, qui a été démontré, sous prétexte qu'il faudrait l'utiliser uniquement sur des smartphones qui sont équipés de iOS, un OS libre, enfin je ne sais quoi, enfin, on n'en sort plus après. Donc voilà, ça c'est notre position. Enfin. Oui, c'est il faudrait trouver un mot comme Mathieu Triclot les trouve dans son manuel, hein, c'est le libre milieu ou le bon rapport au milieu, et pas forcément, c'est pas forcément les canons open source qu'on connaît. C'est un curseur. C'est un curseur. Alors nous on l'a poussé, voilà, dans l'idéal on voit ce que ça donne, bon très bien, il faut tendre vers cet idéal. Alors j'ai vu des mains se lever, ici Guillaume, oui. Pardon. Merci beaucoup. J'ai une question qui relate un peu de ce qu'on a dit ce matin. J'ai essayé de la formuler de telle manière à ce que vous puissiez y répondre de différentes manières dans vos espaces d'action. Merci Christophe pour tout ce que vous faites sur Framasoft, qui est fondamental aujourd'hui. Mais en fait, c'est une question qui relate de ce qu'on doit faire, à mon avis, pour non pas seulement repenser une industrie moderne, ou pas moderne d'ailleurs, une autre industrie telle qu'on voudrait essayer de la penser ici, mais aussi de pouvoir se placer vis-à-vis d'une industrie qui, elle, nous mange du terrain. Et Christophe pourrait rappeler évidemment les GAFAM, et on pourrait en citer plein d'autres dans des espaces industriels beaucoup plus matériels. Mais je trouve se place la question dans l'open source, dans ce qu'on a besoin de rendre à la fois partagé, contributif et constitutif d'un agrégat, de plein de petits grains comme ça techniques qu'on assemble. Et j'ose rappeler que, derrière ce que tu as présenté, une magnifique application que vous instanciez pour fournir des services, il y a là-dedans plein de petits grains techniques que d'autres pleines communautés développent, et en fait il y a toute une sorte d'interdépendance comme ça qui est créée entre les facteurs techniques, ou organologiques. Et donc se place vraiment la question de la protection en fait de ces unités technologiques. Et je trouve que ça a été relativement peu abordé ce matin. Alors peut-être que ce sera un autre sujet, mais à travers le concept qu'a montré Mathieu Triclot, qu'il a précisé sur la technodiversité, en fait se pose la question de savoir comment on protège cette diversité, comme on le fait en biologie. Alors je me permets de placer ça parce qu'il se trouve qu'en biologie, il y a eu des entrées biologiques au cours de ces 2 jours, et il se trouve que là, ce qui a été permis de faire à un niveau juridique contre les mégabassines, qui est une sorte d'aberration industrielle, et contre certaines autoroutes aussi qu'on voudrait monter par ailleurs. En fait, de manière assez paradoxale, mais on sait déjà ça pris, les mégabassines et l'autoroute ont été invalidés sur des concepts de protection du vivant. En l'occurrence, des animaux qui habitent là et qu'on ne peut pas déménager comme ça.
C'est pas du tout sur l'activité humaine, pourquoi ça dérange madame ou monsieur, c'est vraiment pour protéger. C'est comme si on replaçait l'échelle vivant à des échelles plus petites que nous, c'est-à-dire enfin, dans l'arbre de cette indépendance, sur les animaux et les rendre plus, en fait, plus précieux en quelque sorte. Et donc, ma question, elle s'adresse à ce que là où vous réussissez à faire fonctionner des écosystèmes, ou que ce soit à des niveaux très très précis en localité et en économie, comme le fait Théo, ou ce que tu fais Christophe, c'est de quelle manière vous arrivez à comprendre comment vos systèmes évoluent et comment on pourrait arriver à faire en sorte de mieux les protéger, de sorte à ce que vous puissiez continuer en fait à continuer vos actions qui dépendent en fait d'autres personnes. Et c'est là où juste je placerai une mention qui n'est pas du tout apparue, enfin il n'a pas insisté du tout, et c'était la première slide de Monin ce matin, Alexandre Monin, qui définissait, il travaille manifestement sur une licence d'usage qui constitue en fait une sorte de rempart pour ne pas que tous les libristes se fassent voler leurs inventions par des méga entreprises, parce que c'est ça qui arrive, et c'est comme ça qu'on a déjà perdu une certaine partie. Est-ce que vous travaillez sur des conditions qui permettent de définir les usages de vos monnaies, peut-être de vos inventions de design, et de la manière dont vous cartographiez, vous qualifiez les neurones biologiques, et peut-être donc les facteurs techniques. Comment est-ce qu'on peut faire pour mieux préciser les licences d'usage, du réusage de ces systèmes, pour ne pas qu'ils soient en fait réutilisés à des mauvaises fins? Ta question fait écho aux dernières questions qu'on a eues dans le débat précédent. C'est-à-dire, alors moi j'avais une réponse au débat précédent, il se trouve que dans ma jeunesse, à la fin de mes études de philo, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle les éthiques environnementales, et notamment un auteur qui s'appelle John Bert Callicott, et un philosophe américain qui travaillait justement sur le concept de dignité morale des êtres vivants. Et il travaillait sur l'idée du fait qu'on peut attribuer une valeur morale à un être vivant non humain par le fait que justement nous partageons les mêmes synergies dans l'environnement naturel. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes dignes d'être des êtres moraux parce que nous sommes vivants et que nous partageons un écosystème. Et de la même manière, pour le logiciel libre, c'est un peu ça, parce qu'on ne peut pas oublier que les logiciels libres, c'est un truc d'américain. C'est un truc d'américain et c'est quand même très terre à terre. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut avec le logiciel libre. C'est à un moment donné, bon, on est obligé de partager, alors dans le librisme, c'est-à-dire le logiciel libre au sens de la Free Software Foundation, on est obligé, enfin il y a la notion de copyleft. C'est-à-dire qui s'oppose au copyright. C'est-à-dire que quand on partage une version modifiée d'un logiciel, on est obligé de partager cette nouvelle version sous la même licence, dans les mêmes conditions que dans lesquelles on a reçu le logiciel de départ. Donc c'est ce qu'on appelle une sorte de viralité de la chose. Donc un logiciel qui est libre, il pourra toujours être, il pourra toujours être libre. Mais Google montre par A plus B, en mettant ses smartphones sous Linux, hein, c'est Linux qui est derrière un Android, eh bien qu'on peut rajouter une surcouche qui va être soi-disant de l'open source pour encore enchaîner les utilisateurs toujours plus. Mais c'est pas pour rien que les grosses entreprises comme Google et Microsoft sont parmi les plus gros contributeurs du logiciel libre. C'est tout simplement parce que eux, ils attribuent de la valeur à un travail commun, là où nous n'attribuons pas la même valeur. C'est-à-dire qu'en fait, ils apportent une valeur, une plus-value financière, là où nous, on apporte une plus-value qui va être relationnelle, qui va être essentiellement dans la créativité, et dans le partage, et dans la solidarité. Ben voilà. Eh ben oui, mais ça c'est... Alors, soit on crée une licence libre qui empêche d'eux, mais on n'a pas fini d'empêcher d'eux. Il ne faut pas oublier que en fait, la propriété intellectuelle est aujourd'hui défendue par des gros consortiums qui ont un énorme building à Genève, et ça on n'a pas.
ou bien, eh bien tout simplement, c'est un choix social. Tout comme la surveillance en matière d'informatique a été un choix social. Il faut à un moment donné se poser les bonnes questions. Et il faut se les poser socialement. À un moment donné, effectivement, nous, on a choisi de ne plus discuter avec les politiques parce que ça nous épuise, ça nous prend de l'énergie pour rien. Bon, il y a des associations de plaidoyer qui le font très bien. Il n'y a peut-être pas que le plaidoyer à envisager. Il y a peut-être aussi des rapports de force à envisager. Il va falloir qu'on s'arrête. Olaf, ça va? Très bien. Bon, eh ben, je ne veux pas manger trop de temps sur la table ronde qui suit. Je vous remercie infiniment, c'était passionnant et en fait il y avait plein de sujets. On va peut-être les retrouver dans la table ronde.